Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. À la une ce soir, évidemment, Trump, Macron et l'Iran. Le président américain a donc dénoncé cet accord sur le nucléaire iranien et il a relancé les sanctions économiques contre Téhéran et contre tous les pays qui s'aviseraient de commercer avec l'Iran. Question, est-ce que c'est un désaveu personnel pour Emmanuel Macron qui revient juste d'un voyage à Washington? Quelles conséquences pour la paix? Quelles conséquences pour nos entreprises françaises? On en parle dans un instant avec mes invités. Et puis aujourd'hui, c'était jour de présentation de la réforme des institutions en Conseil des ministres. Ça tombe bien, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, est mon invité. Il répondra notamment aux nombreuses critiques de l'opposition. Et puis enfin, nous reviendrons sur cette affaire qui suscite l'indignation générale. Cette jeune femme décédée à l'hôpital de Strasbourg après avoir été conduite de manière incroyablement désinvolte par le SAMU du Bas-Rhin. Quelles leçons en tirer? Je poserai la question au docteur Serge Smadja. Il est le secrétaire général de SOS Médecins. Mais d'abord, le journal avec vous, Rachid Embarki. Bonsoir. Gros malaise à l'hôpital de Strasbourg. Oui, une jeune femme de 22 ans est décédée après avoir été évincée par une opératrice du SAMU qui s'est moquée d'elle au téléphone. L'affaire a semé la consternation. L'opératrice a été suspendue à titre conservatoire et le procureur de la République de Strasbourg a ouvert une enquête préliminaire. Ce soir, les avocats de la famille de la jeune femme ne veulent toutefois pas accabler l'opératrice. Voilà, donc les questions qui ont été posées, elles nous interpellent, elles nous semblent insuffisantes. Aucune question du type êtes-vous seul, êtes-vous en mesure de composer un numéro de téléphone, depuis combien de temps avez-vous mal, où avez-vous mal, est-ce que vous pouvez me le situer? Là, tout ce qu'elle a eu comme traitement, en fait, c'est limite de l'indifférence, du cynisme. Mais il ne faudrait pas non plus s'arrêter uniquement à ce stade. Et ce que la famille ne souhaiterait surtout pas, c'est que l'opératrice en fait prenne tout sur ses épaules. Parce que pour nous, on verra au terme de l'enquête, il y a certainement une chaîne de responsabilité. L'opératrice en fait ne peut pas être une fin en soi. Quand on écoute l'enregistrement, c'est vrai que c'est surprenant, c'est cynique, c'est indigne, mais ce serait peut-être trop facile en fait de charger uniquement l'opératrice. Mais la famille de la jeune femme regrette par ailleurs qu'il ait fallu attendre 4 mois pour avoir une réaction. La jeune femme est en effet morte en décembre. Et ce n'est qu'aujourd'hui que le directeur du CHU de Strasbourg a décidé de suspendre l'opératrice à titre conservatoire. Je peux simplement faire part d'une première décision que j'avais prise le 2 mai au moment de l'ouverture de l'enquête administrative, qui était un changement d'affectation de cet opérateur et qui a été prolongée aujourd'hui à la suite d'une première édition par une décision de ma part de suspension administrative, qui n'est qu'une mesure provisoire pendant la durée de l'enquête et qui, encore une fois, ne préjuge pas des résultats de l'enquête. 2 enquêtes administratives ont également été ouvertes. La ministre de la Santé se dit indignée et affirme que la procédure n'a pas été suivie. Comme tous les Français, je sais que cet appel n'a pas été traité par un médecin. Or, je sais que les procédures, suite aux recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2011, disent que tout appel téléphonique, dès qu'il y a un doute médical, doit être transféré à un médecin régulateur. Or, cette opératrice a raccroché. Donc je sais déjà en tant que ministre et en tant que citoyenne que la procédure normale de traitement d'appel n'a pas été suivie. Donald Trump estime que les Iraniens finiront par revenir à la table des négociations. Le chef de la Maison-Blanche prévient aussi que si l'Iran redémarre son programme nucléaire, cela aura de graves conséquences. Écoutez. La conférence que l'on a eue hier était une conférence très importante. Si vous regardez l'accord que l'on avait avec l'Iran, il s'agissait en fait d'un accord qui n'allait que dans un sens, la prolifération nucléaire dans tout le Moyen-Orient. Et ce n'était pas une bonne chose, pas approprié. On verra comment vont aller les relations avec l'Iran. Certainement pas très bien, mais ce n'est pas grave non plus. Et on va bien voir ce qu'il va se passer, mais on ne peut pas autoriser un accord mauvais pour le monde entier. Et cet accord, il n'est pas fait pour les États-Unis, il est mauvais pour le monde entier. Et de leur côté, les Européens espèrent encore sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Au lendemain du retrait américain, Emmanuel Macron a téléphoné au président iranien. Ils ont convenu de travailler ensemble pour la mise en œuvre continue de l'accord. Non, je crois que le plus important, c'est de maintenir la stabilité et la paix au Proche et Moyen-Orient. À Washington,
Je l'ai d'ailleurs dit. J'avais compris que le président Trump voulait sortir de l'accord nucléaire de juillet 2015. C'est d'ailleurs pour cela que, dès la conférence de presse commune avec ce dernier, j'avais proposé qu'on travaille sur un cadre plus large. Nous y sommes. Je regrette la décision du président américain. Je pense que c'est une erreur et c'est pourquoi nous, Européens, avons décidé, nous l'avons redit hier soir, de rester dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. Et j'ai eu tout à l'heure l'occasion de le rappeler au président Rouhani. Cet accord, nous l'avons négocié, nous l'avons signé, et il est celui qui permet le mieux de contrôler l'activité nucléaire de défense en Iran jusqu'à 2025. Je pense que cet accord, il faut le compléter. 14,46% de grévistes aujourd'hui à la SNCF. C'est le taux le plus bas depuis le début du mouvement de protestation contre la réforme ferroviaire. Mais les syndicats ne désarment pas. Une réunion intersyndicale a lieu en ce moment à Paris. La CGT veut notamment convaincre les autres syndicats de participer à la journée sans cheminots du 14 mai prochain. Et la météo demain matin? Une perturbation va traverser le pays d'ouest en est demain matin. Le temps redeviendra ensuite ensoleillé. Après donc le passage de cette perturbation avec des températures matinales de 6 degrés à Brest, à 16 degrés notamment à Nice. Le président des États-Unis a non seulement dénoncé l'accord sur le nucléaire iranien, mais il a relancé aussi les sanctions financières contre Téhéran et contre les pays qui s'aviseraient de commercer avec l'Iran. Du coup, ça pose un certain nombre de questions. Quelles conséquences pour la paix? Quelles conséquences économiques pour nos entreprises françaises notamment? Et puis cette question politique, est-ce qu'au fond, cette décision de Donald Trump ne constitue pas une forme de désaveu pour Emmanuel Macron qui rentrait juste d'un voyage à Washington? Pour en parler ce soir, je suis avec Delphine O. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche de Paris, membre de la commission des affaires étrangères et présidente du groupe d'amitié France-Iran. Et je crois que vous avez vécu en Iran, donc c'est un pays que vous connaissez bien. À vos côtés, Gérard Vespierre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Anne Bagameri. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendante et ex-collaboratrice à l'International New York Times à Paris. Et Anne Rosencher, qu'on connaît bien, directrice déléguée de la rédaction de l'Express. Avant de vous entendre tous les quatre, je voudrais qu'on écoute quand même un petit florilège de tout ce qui se disait aujourd'hui à droite et à gauche sur la décision de Donald Trump. Écoutez. Un désaveu d'une stratégie, c'est-à-dire qu'il a essayé, on l'a vu à Washington, d'être dans ce que moi j'appelle la calinothérapie avec M. Trump et on a vu que ça ne fonctionnait pas. Emmanuel Macron doit bien comprendre que son fameux « et en même temps » en matière de géopolitique ne sera pas tenable. Donc je trouve qu'aujourd'hui la France s'est prostituée, s'est humiliée dans la relation avec les États-Unis et tout ça pour rien, puisque en fait M. Macron a été absolument incapable d'infléchir en quoi que ce soit la position des États-Unis sur les dossiers internationaux. Un Donald Trump sur le perron de la Maison-Blanche en train de tenir par la main le président de la République française, sauf que depuis hier soir, il ne lui tient plus la main, il vient de la lui tordre, il lui a tordu le bras. Ce qu'on a voulu nous mettre en avant, finalement, c'est tout simplement un bras d'honneur de la part de Donald Trump à son ami Emmanuel Macron. Intéressant, Delphine O, ce petit florilège, ça va de la France insoumise aux Républicains en passant par le Parti socialiste. Ils sont tous d'accord, en gros, le voyage d'Emmanuel Macron, il n'a servi à rien. Alors la critique est facile, mais elle est vaine. Si Emmanuel Macron n'avait rien fait, il était resté inactif à Paris, on lui aurait reproché exactement la même chose. Donc je pense qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir essayé. Effectivement, aujourd'hui c'est un échec, il faut le reconnaître. Le président Macron n'a pas réussi à convaincre le président Trump, mais ceci dit, c'est une relation de long terme qui construit. Et quand on a un peu d'expérience en diplomatie, on sait que les résultats n'arrivent pas tout de suite. Pour rappel, il a fallu 12 ans pour arriver à cet accord nucléaire. Si au bout de 6 mois ou 1 an, on avait baissé les bras, on n'y serait jamais arrivé. C'est vrai, mais je vous interromps parce que souvenez-vous quand même de ces images qu'on a vues de ce voyage à Washington, le président américain, le président français, ils étaient absolument main dans la main, quasiment, on sentait bien qu'il y avait une incroyable complicité et on croyait que finalement de ce voyage sortirait quelque chose de plus positif. Et donc on est en droit de se demander, c'est en tout cas ce que dit l'opposition, si au fond cette séduction diplomatique ou cette diplomatie de la séduction, elle n'a pas montré ses limites en l'occurrence. Je crois que le président Macron n'a jamais fait de fausses promesses. D'ailleurs, il l'a dit à des reporters en partant de Washington.
il a dit je pense que Donald Trump fera ce qu'il a dit qu'il fera pendant la campagne électorale, puisqu'il ne faut pas oublier que c'était une promesse de campagne électorale qu'il avait fait, donc c'est aussi une question de politique intérieure pour Donald Trump. Donc il ne faut pas s'apesantir sur cet échec pour le début. On va continuer de parler aux Iraniens, d'abord ça c'est ce qui est très important. Dans les prochaines semaines, il va y avoir des négociations entre les Européens qui restent dans l'accord, les Russes et les Chinois et les Iraniens d'autre part, et nous continuons aussi de parler aux Américains. Il n'y a pas que le sujet iranien qui nous lie aux Américains. Anne Magamari, vous connaissez bien évidemment la scène politique américaine. C'est injuste ce procès qu'on fait ici à Emmanuel Macron sur le thème, c'était bien la peine en gros d'aller se faire des mamours avec le président américain si pour à l'arrivée ne rien obtenir. C'est injuste ce procès? Non, je partage entièrement l'avis de mon partenaire du plateau. Je crois qu'Emmanuel Macron est beaucoup trop malin pour croire qu'effectivement, en allant aux États-Unis, en dînant à Mount Vernon, en prononçant quelques discours que ce soit, qu'il allait convaincre Donald Trump à renoncer à une promesse de campagne. S'il y a une chose que Donald Trump tient absolument à accomplir, c'est de tenir ses promesses de campagne. Ceci dit, je crois très franchement, en regardant de près et de loin le voyage d'Emmanuel Macron aux États-Unis, je crois qu'il a réussi une chose, c'est de mettre en avant, surtout avec son discours au Congrès, l'idée du multilatéralisme, de l'internationalisme et de mettre la France vraiment en tête de cette discussion. Et de faire une comparaison avec le manque d'internationalisme et de multilatéralisme de Donald Trump qui est en pleine vue aujourd'hui. Alors Gérard Vespierre, on vient de le voir, effectivement, Donald Trump, il veut d'abord respecter une promesse de campagne, il veut défaire aussi ce que Barack Obama a fait, c'était le cas de cet accord sur le nucléaire iranien. Est-ce qu'il n'a pas d'autres idées derrière la tête? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas l'idée d'aller tenter de déstabiliser l'Iran, la scène politique iranienne, de fragiliser les modérés, peut-être de redonner un petit peu plus de force aux ultra-conservateurs? Ce serait cynique, mais ça peut être une hypothèse. Il y a des présidents qui passent et puis il y a une politique américaine. La politique américaine, elle était de tout faire, de tout entreprendre pour que jamais l'Iran n'acquiert l'armement nucléaire, l'armement atomique, parce que c'était une déstabilisation, pardonnez-moi l'expression, mais une réaction en chaîne à nouveau au Moyen-Orient où d'autres puissances auraient voulu disposer de cet armement-là. Donc c'était l'objectif principal. Et l'accord obtenu par Barack Obama fait partie de ce dispositif. Ça crée un ralentissement à la fois donc du processus industriel iranien vers la bombe nucléaire et aussi une porte ouverte vers des négociations ultérieures. Donc il y a maintenant cette situation nouvelle, mais pour créer une action vraiment, il faut deux parties. Il faut une action et une réaction. Nous sommes complémentaires avec les États-Unis. Oui, mais pardon, je vous interromps. Cet accord sur le nucléaire iranien, il a été voté à l'unanimité par le Conseil de sécurité, auquel s'est ajoutée l'Allemagne. Le patron de l'AIEA, qui procède au contrôle, dit que les Iraniens ont parfaitement respecté cet accord. Les services de renseignement américains disent à Donald Trump qu'ils ont respecté cet accord. Alors, comment expliquer la décision? Il y a bien des motivations autres qui nous échappent, peut-être économiques d'ailleurs. Peut-être aussi des informations de nature stratégique. La résistance iranienne, l'opposition iranienne qui est présente 24 heures sur 24 dans le pays, a fait savoir qu'il y avait un certain nombre d'installations militaires que justement l'AIEA ne pouvait pas visiter. Et quand les inspecteurs demandaient cette autorisation, cela leur était refusé parce que ces établissements ne faisaient pas partie de la sacro-sainte liste mise au point pour l'accord de juillet 2015. Donc il y a des installations grises que nous n'avons pas ou que les signataires de l'accord n'ont pas pu visiter. Et la liste est disponible. Et donc ce que vous sous-entendez, c'est que Donald Trump pourrait être en possession éventuellement d'un certain nombre d'informations que nous ignorons. Anne Rosencherl, je reviens vers vous sur cette question purement politique. On a beaucoup dit que Emmanuel Macron avait réinstallé la France dans le concert international, que l'image de la France était plutôt bonne à l'étranger. Et pourtant, à l'issue de ce voyage, on entend bien les critiques à droite, à gauche, à la France insoumise. Tout le monde dit, au fond, c'était pas la peine d'aller comme ça faire ami-ami avec Donald Trump pour rien obtenir. C'est une polémique vaine ou au contraire elle fait sens? C'est le mauvais procès qui lui est fait. C'est-à-dire que pour le coup, on peut quand même lui faire crédit d'avoir restauré l'image de la France internationale, que ce
soit d'ailleurs en dialoguant normalement avec Donald Trump comme avec Vladimir Poutine. Il a, un peu en miroir de ce qu'il a fait en France, la chose qu'on peut lui concéder, c'est qu'il avait représidentialisé la fonction. À l'international, il a un petit peu restauré l'image de la France. J'entends ça, mais comprenez aussi les images, parce qu'au fond, il vient à Paris sur les Champs-Élysées, et juste après, il dénonce l'accord sur le climat. Il vient, c'est Emmanuel Macron qui va à Washington, et juste après, il dénonce l'accord iranien, alors qu'Emmanuel Macron l'avait enjoint de ne pas le faire. C'est vrai que ça peut être vécu comme un camouflet. Il y a deux choses. Il y a l'image. Sur l'image, il est bon. Après, il y a le bilan. Et après, sur le bilan diplomatique, pour l'instant, en effet, c'est là qu'on peut lui faire le procès d'un bilan à peu près nul. Cela dit, ça n'est pas complètement de sa faute. Il y a une partie qui est de sa faute, qui est qu'il continue de gouverner, notamment sur les questions de politique étrangère, un petit peu dans la gestion. C'est Régis Debray qui a dit ça dans une interview à l'Express, dans la gestion des émotions collectives. Donc, on comprend toujours pas, quand on est un citoyen lambda devant BFM, pourquoi, on comprend bien pourquoi par exemple, on bombarde Assad, mais pourquoi on se prend en selfie avec Ben Salman, l'autocrate d'Arabie Saoudite, qui est quand même, si on avait des images des hôpitaux du Yémen, peut-être qu'on trouverait ça un peu moins logique comme diplomatie. Donc ça, c'est la première partie. D'un point de vue de la cohérence de la diplomatie française, son bilan, pour l'instant, est un petit peu flou, on va dire. Et l'autre partie, c'est pas tout à fait de sa faute, c'est on n'a pas les moyens du rapport de force. C'est l'Europe qui doit pouvoir être l'interlocuteur. Je veux dire, là, pour l'instant, c'est pas la France tout seul, c'est pas Emmanuel Macron tout seul. Donc, face à Donald Trump, et en plus, on ne parle que diplomatie, mais les moyens économiques, je veux dire, c'est par là que va se faire la loi. On va en parler dans un instant. C'est ce qui pèse sur les entreprises. L'Europe est un nain, et ça n'est pas que la faute d'Emmanuel Macron, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. C'est vrai que c'est la question que tout le monde se pose, Delphine, parce qu'on a vu le communiqué hier, signé conjointement par Londres, par Berlin et par Paris, mais on se demande où est passée l'Europe. Où est passée la ministre des Affaires étrangères européenne? Comment l'Europe négocie avec Trump d'un côté, avec Poutine de l'autre, mais de façon conjointe, collective? C'est pas le cas. Alors, pour lui redonner quand même un peu de crédit, Federica Mogherini a été absolument essentielle dans la négociation. La ministre des Affaires étrangères. Tout à fait, de l'Union européenne. Elle a été essentielle dans la négociation de l'accord auquel on est arrivé en 2015, et elle a été très importante, très présente pour réitérer le maintien de l'Union européenne dans cet accord. Mais il ne faut pas oublier que cet accord, on dit les P5+1, donc c'était à l'origine les 5 membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, mais originellement, depuis 2003, quand les négociations avaient commencé, c'était les E3+3. Donc les E3, ce sont la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, plus les 3 autres membres du Conseil de sécurité. Donc c'est vraiment ce noyau dur de Paris, Berlin et Londres qui est à la manœuvre. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est vraiment que la solution qu'on trouvera aujourd'hui pour maintenir l'accord et faire en sorte qu'il soit réel pour nos entreprises européennes, elle ne peut être que européenne. Mais je poursuis ma question. Ce procès qui est fait à Emmanuel Macron à propos de son voyage à Washington où il a rencontré Donald Trump, on pourrait le faire de manière parallèle quasiment avec Poutine. Poutine lui aussi est venu à Paris, il a connu les ors de Versailles, et puis à l'arrivée, sur la Syrie, il fait à peu près ce qu'il veut. Alors il se trouve que Emmanuel Macron va à Saint-Pétersbourg dans quelques jours, c'est le 23 mai je crois. Qu'est-ce qu'il peut obtenir Emmanuel Macron de Vladimir Poutine qui joue dans cette affaire un rôle considérable? La diplomatie, c'est une entreprise de longue haleine. Donc je pense que c'est un petit peu facile de faire des procès au bout d'un an. Je ne dirais pas qu'il n'y a rien à son bilan diplomatique. Un autre sujet qui a été abordé, qui n'est pas le sujet iranien lors de la visite du président Macron aux États-Unis, c'était la question de la réinstallation de droits de douane sur un certain nombre de sujets acier, aluminium que les États-Unis voulaient mettre en place. Pour l'instant, ça a été mis en suspens par les États-Unis suite à la visite d'Emmanuel Macron. Maintenant, vis-à-vis de la Russie, effectivement, quelle est la cohérence de cette action diplomatique du président? C'est le pragmatisme, c'est de dire aujourd'hui la France parle à tout le monde, au lieu de s'isoler toute seule, comme on a pu le faire sous le quinquennat précédent. Nous parlons avec Poutine, nous parlons avec Xi Jinping en Chine, nous parlons avec Donald Trump, nous parlerons même à Assad, puisqu'il faut parler à ces gens-là pour résoudre les crises. Ce n'est pas en restant dans son coin qu'on va réussir à résoudre les crises. Alors à un détail près, c'est qu'au fond, cette décision de Donald Trump, elle a des conséquences directes sur l'économie française. Pas simplement sur l'économie iranienne, mais il y a des entreprises françaises qui, depuis 2015, ont passé des contrats, se sont réinstallées en Iran. Je pense à Airbus, Total, d'autres qui avaient des liens anciens d'ailleurs avec l'Iran. Ouais. Concrètement, est-ce que la France toute seule peut faire ce bras de fer avec les États-Unis pour dire, dans les 3 ou 6 mois qui viennent, renoncer à des sanctions économiques contre les entreprises françaises ?
Déjà, dans le cadre de l'accord 2015, il y avait une très grande difficulté à monétariser les échanges en dollars. Donc c'était pratiquement impossible. Et excusez-moi de prendre cela à mon compte, mais j'ai rédigé un certain nombre d'articles en disant aux entreprises françaises, attention, et encore récemment, attention, risque. Il y avait énormément de risques à essayer de s'introduire sur le marché iranien, qui est aussi non solvable. Donc non seulement les Iraniens demandent aux entreprises qui veulent exporter en Iran d'apporter une technologie, de garantir ce transfert de technologie, d'apporter le financement et quatrièmement d'essayer d'assurer aussi la réexportation vers d'autres pays de la région. C'est très compliqué. Parce que c'est une forme de chantage économique. On dit que les États-Unis étaient le gendarme du monde. Trump, il se comporte un petit peu comme le gendarme économique du monde. Est-ce que les entreprises françaises peuvent tenir leur rang et ne pas céder d'une certaine manière à Donald Trump, parce que ces entreprises qui sont présentes en Iran, elles ont des intérêts aux États-Unis. On se souvient de la BNP qui avait écopé d'une sanction, je crois, de 9 milliards de dollars pour ne pas avoir déjà respecté l'embargo en Iran. Oui, c'est sûr. Et aussi Airbus qui a beaucoup investi dans l'Iran après 2015. Et maintenant, puisque les avions Airbus comportent des pièces détachées américaines, Airbus, elle-même oui, c'est une commande de 10 milliards de dollars. Bah, oui, est impliquée. Non, est-ce que les sociétés françaises peuvent tenir le coup? C'est une excellente question. Je ne suis pas du tout en possession de toutes les données. Je sais que Total a déjà prononcé, le PDG de Total a déjà prononcé qu'il envisageait de protéger les investissements en Iran, protéger les sociétés. Il y aura sûrement dans les jours à venir des prononcements. Pour le moment, d'après ce que j'ai pu lire, l'économie française et ses joueurs sont à la positive en fait. Anne Rosenchel, ils sont inquiets les patrons français? D'abord, ils sont restés assez prudents. Hein. Ils ne sont pas allés comme ça en courant investir en Iran. Ils savaient, ils sont quand même un petit peu conseillés. En effet, ils sont restés très prudents, donc ils n'ont pas tout mis leurs billes dessus. Mais c'est plus qu'inquiet. Il y a le on et le off aussi chez les PDG. Moi, ça fait des années que je déjeune pas tous les jours avec des PDG, mais que quand j'en rencontre certains, ils me disent en off, parce que on comprend qu'ils n'ont pas envie de fâcher les États-Unis, que c'est bon, voilà, c'est une politique d'empire qui a vraiment un effet, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, investir où ils veulent, comme ils veulent, parce que la peur de la sanction est énorme. Donc face à ça, la France toute seule, bien sûr que non. Mais cela dit, on ne peut pas le reprocher aux États-Unis. Ils jouent leur propre partition. Simplement, je trouve que c'est l'Europe qui a été un petit peu naïve à chaque fois de dire les autres font du protectionnisme, c'est mal, nous n'en faisons pas. Les autres imposent une géopolitique du commerce, c'est mal, mais nous non. Et bien à la fin des fins, on est juste, excusez-moi, les dindons de la farce. Une dernière chose, Delphine O, évidemment on s'inquiète pour des raisons économiques, mais on s'inquiète surtout pour la paix dans cette région du monde. D'abord, on a compris que les Iraniens voulaient eux aussi faire vivre cet accord, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a un risque de guerre, notamment vis-à-vis d'Israël, où ça n'est pas à l'ordre du jour selon vous? J'espère bien que ce n'est pas à l'ordre du jour. On l'a vu hier, la réaction du président Rouhani, ça n'avait pas été une surréaction. On avait craint que suite au retrait américain, les Iraniens se retirent immédiatement en disant « nous n'avons plus intérêt à rester dans cet accord ». Or, la réaction iranienne, c'est de dire « nous restons dans cet accord, nous considérons qu'il existe toujours avec les 5 autres membres partis. Nous allons avoir des négociations. Lundi prochain, M. Le Drian va rencontrer M. Zarif et Mme Mogherini. Donc on va continuer à parler de cet accord ». Un dernier mot, pardonnez-moi, est-ce que Donald Trump a un plan B? Parce que c'est bien beau de sortir de cet accord iranien, mais maintenant il va faire quoi? Excellente question. Et je crois que parmi tous les commentateurs qui ont dit c'était une excellente décision de se retirer de l'accord et les autres qui disent c'est de la folie, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de prochaine étape. Qu'est-ce qui va arriver après? On ne sait pas. Et je parierais, je ne suis pas dans sa tête, mais je parierais que le président américain, lui non plus, ne sait pas. Merci à tous les 4 d'être venus débattre évidemment de cette question. Restez avec nous. Dans un instant, je reçois le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. À tout de suite. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette. Dirigeant, parce que chaque session d'entreprise est unique, Aurignac Finance optimise vos intérêts sur les opérations entre 5 et 100 millions d'euros. Aurignac Finance, servir et rendre possible. Je t'aime, mon amour. Où es-tu? Saphir orange, enthousiasme.
Saphir rose, bonheur. Saphir jaune, énergie. Saphir violet, mystique. Émeraude verte, espoir. Rubis rouge, passion. Saphir bleu, harmonie. Je t'aime, mon amour. Mauboussin, capsule d'émotion. Tu as toujours eu ce regard unique sur le monde qui t'entoure. Peu importe le challenge. Tu as choisi la spontanéité et l'ouverture d'esprit au lieu du conformisme. Tu as su tracer ta propre voie. Celle qui fait de toi qui tu es. Et la route est encore longue et pleine de surprises. Maîtrisez votre trajectoire. Renault, partenaire officiel du Festival de Cannes. Je m'appelle Pauline et ça fait 3 ans que je travaille pour Comme J'aime. Vous imaginez, vous, pouvoir mincir en mangeant du bœuf bourguignon, des tomates farcies ou du couscous? Chez Comme J'aime, nous avons adapté les recettes préférées des Français pour en faire des plats minceurs. C'était un sacré challenge, mais on a réussi. Avant de faire Comme J'aime, j'avais 15 kilos de plus. J'ai perdu 37 kilos avec Comme J'aime. Testez une semaine, c'est gratuit. Appelez le 0800 109 108. 0800 109 108. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Pour la plupart des gens, les hémophiles sont en danger quand ils se blessent parce que leur sang ne coagule pas de façon normale. C'est vrai, mais pour les hémophiles, tout au long de leur vie, le vrai problème, ce sont les saignements internes. Ceux qu'on ne voit pas, mais que eux ressentent dans leurs articulations. Ces saignements articulaires peuvent être extrêmement douloureux. Ils participent à la dégradation des articulations, ils peuvent empêcher les hémophiles de pratiquer un sport et plus tard, une activité physique. L'état articulaire est l'enjeu de tous les hémophiles. Il est essentiel de surveiller ces articulations et de les faire surveiller régulièrement. Rendez-vous aux hémophiles et à ceux qui les soignent sur hémophilesenmouvement.fr. Pour Jeanne, repasser le kimono de Paul est toujours un défi. Alors elle m'a choisi ProExpress Ultimate de Calor, la plus puissante des centrales vapeur qui vient immédiatement à bout des plis les plus coriaces. Et grâce à mon collecteur anti-calque 10 fois plus efficace que les autres, je suis la plus puissante jour après jour. De vrais champions. Calor. Et découvrez la nouvelle technologie Direct Control pour des résultats parfaits sur tous les tissus. Nouvelle Seat Ibiza Urban, à partir de 159 € par mois. Chérie, les pneus sont morts, hein? T'inquiète, je m'en occupe. Avec allopneu.com, changer ses pneus n'a jamais été aussi simple. Allopneu.com. Vente et montage de pneus. C'est absurde ce qu'on fait avant qu'une chips Tyrrells ne vous parvienne. L'église Rosetta et Claire de Tyrrells. Rosetta, embrassez mon bébé. Cartouche. Nous choisissons uniquement les pommes de terre les plus nobles pour faire nos chips. Les chips Tyrrells, absurdement bons. On conduit comment dans le futur? Renault Scénic, la technologie au quotidien.
Découvrez Renault Scénic et ses nouvelles motorisations essence à partir de 229 € par mois avec 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Voici Eva. Eva a la démarche de sa sœur, le sourire de son père, la détermination de sa grand-mère. Eva porte des lunettes, ses lunettes. Et depuis, elle ne ressemble qu'à un Eva. Pendant les beaux jours Chris, profitez de 50% de réduction sur vos montures optiques. Vous n'avez jamais autant été vous-même. Chris, vous allez vous aimer. Dispositif médical. It's all about. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Just check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Let me show you what it's all about. Check it out. 19h29, le rappel des titres avec vous, Rachid Embarki. Et l'actualité marquée par ce gros malaise à l'hôpital de Strasbourg. Une jeune femme de 22 ans est décédée après avoir été évincée par une opératrice du SAMU qui s'est moquée d'elle au téléphone. L'affaire a semé la consternation. L'opératrice a été suspendue à titre conservatoire. Le procureur de la République de Strasbourg a ouvert une enquête préliminaire. Les avocats de la famille de la jeune femme annoncent un dépôt de plainte d'ici à quelques jours. 2 autres enquêtes administratives ont également été ouvertes. La ministre de la Santé s'est dit indignée. Elle parle de dysfonctionnement et s'engage à livrer toutes les informations à la famille de la victime. L'actualité, c'est aussi Donald Trump qui estime que les Iraniens finiront par revenir à la table des négociations. Le chef de la Maison-Blanche prévient que si l'Iran redémarre son programme nucléaire, cela aura de graves conséquences. De leur côté, les Européens espèrent encore sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Au lendemain du retrait américain, Emmanuel Macron a téléphoné au président iranien. Ils ont convenu de travailler ensemble pour la mise en œuvre continue de l'accord. Et puis 14,46% de grévistes aujourd'hui à la SNCF. C'est le taux le plus bas depuis le début du mouvement de protestation contre la réforme ferroviaire. Mais les syndicats ne désarment pas. Une réunion intersyndicale a lieu en ce moment à Paris. La CGT veut notamment convaincre les autres syndicats de participer à la journée sans cheminots du 14 mai. Bonsoir François de Rugy. Bonsoir. Vous êtes président de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va évidemment parler de cette réforme des institutions qui a été présentée aujourd'hui même en Conseil des ministres et qui est déjà accueillie avec beaucoup de critiques par certains membres de l'opposition. On va en parler, mais d'abord je voudrais qu'on revienne sur la décision hier de Donald Trump de dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien et surtout de relancer les sanctions économiques contre Téhéran et contre les pays qui s'aviseraient de commercer avec l'Iran. Emmanuel Macron revient d'un voyage à Washington. Est-ce que cette décision de Donald Trump, c'est en tout cas ce que dit une partie de l'opposition, peut être vécue comme un camouflet pour le président de la République ? Non, parce qu'en matière diplomatique, de politique internationale, il faut toujours essayer. Emmanuel Macron a essayé d'infléchir la position de Donald Trump, qui n'est pas une prise de position nouvelle. Là, il passe à l'acte. Mais il l'avait dit dès sa campagne électorale. Donc quand vous entendez les responsables des Républicains, de la France Insoumise, du Parti Socialiste dire au fond, on nous a fait un storytelling qui n'a pas correspondu au résultat et au fond, ce beau voyage, les belles images qu'on nous a montrées pour aucun résultat à l'arrivée, ça veut dire qu'il se trompe, c'est un mauvais procès. Bon, en tout cas, faire de la politique politicienne sur les enjeux internationaux, aussi lourds, aussi difficiles à manier que ceux des États-Unis, mais aussi de l'Iran, du Moyen-Orient, la question du nucléaire dans le monde. Il y a également la question de la Corée du Nord, on le sait bien. Vouloir faire de la polémique sur la personnalité du président de la République, je crois que c'est vraiment totalement inutile. Parce que quelles sont les autres propositions ? Quelles sont les propositions de Donald Trump ? On ne sait pas quel est le plan B. Il dit l'Iran va revenir à la table des négociations. Mais pour négocier quoi ? C'est d'ailleurs ce qu'a proposé Emmanuel Macron, de prolonger, d'imaginer un accord plus large, notamment sur les questions balistiques ou sur d'autres sujets. Pour apporter des garanties supplémentaires, mais aussi pour remettre l'Iran dans le jeu international, y compris d'un point de vue économique. C'est l'intérêt de tout le monde. C'est l'intérêt, y compris des États-Unis, mais c'est l'intérêt de l'Europe. Il faut d'ailleurs que l'Europe parle d'une seule voix, et ça, Emmanuel Macron y a beaucoup contribué pour faire contrepoids
aux États-Unis d'Amérique. C'est ce que j'allais dire. Si Emmanuel Macron a autant de mal, et avec Donald Trump d'un côté, mais on pourrait dire aussi avec Vladimir Poutine, avec lequel ça se passe plutôt bien d'ailleurs, mais n'empêche qu'il a fait ce qu'il a voulu sur la Syrie, et ça continue. Peut-être que c'est parce que l'Europe n'est pas dans le jeu. Peut-être que Emmanuel Macron tout seul, ça ne suffit pas à parler à ces deux géants. Attendez, sur la Syrie, je vous rappelle que Donald Trump voulait désengager totalement les États-Unis de la Syrie. Et Emmanuel Macron a réussi à constituer une coalition avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France pour intervenir après l'utilisation des armes chimiques en Syrie. Et la Russie n'a pas réagi parce qu'elle a bien vu que là, le régime syrien était allé trop loin et que la réaction française, américaine, britannique était juste. Donc on ne peut pas dire en la matière tout et son contraire. Mais par rapport à l'Europe, sur les sanctions économiques... L'Europe est trop absente ? Non, mais sur les sanctions économiques que Trump veut prendre, y compris contre des entreprises, par exemple françaises, qui commerceraient avec l'Iran. Il faut rappeler Airbus, Total, Accor, beaucoup d'entreprises sont présentes en Iran. PSA... Eh bien, il faut absolument que l'Europe parle d'une seule voix. Nous avons gagné il y a quelques semaines lorsque Trump voulait appliquer des sanctions sur l'acier et l'aluminium, des surtaxes, des mesures protectionnistes. Eh bien, cela ne s'est pas appliqué aux entreprises européennes parce que l'Union européenne a parlé d'une seule voix. Donc ce que vous dites, c'est que dans ce délai de 3 à 6 mois que Donald Trump a laissé aux entreprises européennes et françaises notamment pour négocier, au fond, il faut négocier pas simplement entre la France et les États-Unis, mais pour l'ensemble des entreprises européennes présentes en Iran. Il faut avoir en effet le poids de l'Union européenne. Et quand on est ensemble, on pèse beaucoup plus. Encore une fois, mais vous êtes inquiet pour les entreprises françaises, parce que je rappelle quand même que la France est le 4e partenaire commercial de l'Iran, c'est pas rien. Bien sûr que l'on peut être inquiet parce que il y a beaucoup de choses en chaîne. Vous savez, par exemple, Total, le groupe Total, groupe d'énergie, de gaz, de pétrole, est impliqué en Iran. Et s'il se retire d'Iran, cela peut y compris avoir des conséquences, par exemple, sur les prix du pétrole et du gaz qui pourraient repartir à la hausse. Donc on voit bien que c'est quand même un enchaînement très inquiétant dans lequel Trump s'engage. Je le disais, aujourd'hui, c'était jour de présentation de la réforme des institutions au Conseil des ministres. Ça s'appelle, en l'occurrence, pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, si je ne dis pas de bêtises. Or, il se trouve que mi-avril, vous disiez, en l'état, ça ne convient pas à la majorité. Est-ce que le projet qui a été déposé aujourd'hui en Conseil des ministres, validé par le Conseil d'État, vous convient à vous personnellement, président de l'Assemblée nationale? Je n'avais pas dit cela tout à fait ainsi. C'est à peu près ce que vous avez dit. J'avais dit, c'est que... Vous avez dit qu'en l'état, la majorité ne s'y retrouverait pas. Voilà, il faut que le texte soit enrichi. Et d'abord, il est important de rappeler que maintenant, ça y est, on passe à l'action. Après des mois de consultation, de discussion, de propositions, l'Assemblée nationale, à mon initiative, a fait des propositions qui ont d'ailleurs dépassé les partis politiques ou les groupes politiques. Et bien maintenant, on passe enfin à l'action, puisque le texte a été adopté en Conseil des ministres. Nous allons pouvoir y travailler à l'Assemblée nationale, en débattre et voter un certain nombre de mesures pour rénover la démocratie française et aussi avoir un Parlement plus efficace. Nous le revendiquons parce qu'un Parlement plus efficace, c'est un Parlement plus fort. Et là, nous avons un certain nombre de propositions pour enrichir le texte du gouvernement, l'améliorer. Moi, je suis aussi en lien avec le président du Sénat et la majorité sénatoriale parce qu'à la fin, il faudra faire adopter cette réforme. Je vous rappelle qu'on disait il y a encore quelques mois, c'est la réforme impossible. Vous n'y arriverez jamais. C'est en train de devenir possible. Pour le moment, il n'y a pas encore les 3/5. Il faut encore que le texte soit voté en termes identiques par l'Assemblée et le Sénat. Et je voudrais vous faire écouter ce que disait aujourd'hui Gérard Larcher, le président du Sénat. Pour le moins, c'est pas totalement gagné. Écoutez. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un projet de révision constitutionnelle se propose de faire régresser les droits du Parlement. Il porte atteinte à des droits et des principes essentiels et par-delà à l'équilibre des pouvoirs. Je crois pour ma part, de par mes convictions politiques profondes, à la nécessité d'un exécutif fort. Je crois aussi qu'un Parlement fort est indispensable à un exécutif fort. Venant du président du Sénat, le deuxième personnage de la République, l'entendre parler d'un abaissement du Parlement, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi qui lui permet de dire des choses pareilles? C'est grave. Oui, si c'est les mots le cas, sont graves. Ce serait grave. Mais moi, je discute beaucoup avec Gérard Larcher, avec des responsables du Sénat, avec les responsables de l'Assemblée. Chacun sait qu'au départ, l'ambition de réforme, l'ambition de transformation de nos institutions, elle vient de la majorité de l'Assemblée nationale. Nous avons été élus
sur ce programme de transformation au mois de juin 2017, après l'élection d'Emmanuel Macron, qui avait lui-même fait des propositions. Pour la première fois... Oui, mais abaissement du Parlement, François de Rugy, les mots sont quand même graves. Il y a la limitation des amendements, la navette parlementaire réduite, le calendrier budgétaire resserré. Il y a sans doute d'autres raisons dans l'esprit de Gérard Larcher. Mais c'est une critique qui revient, à droite comme à gauche d'ailleurs, et qui est quand même inquiétante. Oui, mais j'invite les uns et les autres maintenant à dépasser les discours et les postures et travaillons concrètement. Et Gérard Larcher l'a aussi dit cet après-midi, mais ce n'est pas l'extrait que vous avez choisi, de dire on peut travailler avec la majorité de l'Assemblée nationale, et notamment, il l'a dit, les échanges que nous avons entre deux présidents, alors que nous n'avons pas le même parcours, nous ne sommes pas de la même sensibilité politique. Nous voyons bien que l'enjeu c'est quoi? C'est de répondre à la crise politique, de répondre à la crise démocratique. Justement, il faut peut-être dire un mot. Il ne faut pas qu'on passe Il faut à côté peut-être dire de un ça. mot du contenu de ces projets. Il est question de supprimer la Cour de justice de la République, d'obtenir un système de droit extra. C'était dehors du droit commun pour les ministres. Donc, vous voyez, ça, on ramène les choses dans le droit commun. Transformer le Conseil économique et social en une sorte de chambre de participation citoyenne, l'inscription de la Corse, la lutte contre la lutte contre les changements climatiques. Mais ce qui nous intéresse peut-être plus, ce qui intéresse les Français, c'est peut-être l'autre versant du projet, celui qui sera présenté le 23 mai en Conseil des ministres. Vous me confirmez d'ailleurs la date du 23 mai? C'est les informations que nous avons. Oui, on a donc les mêmes. Et là, il est question de la baisse du nombre de parlementaires, de la limitation des mandats dans le temps, de la dose de proportionnelle pour les législatives. Très bien. Mais est-ce que tout ça est de nature, 1, à changer la vie des Français et 2, à redorer l'image de la politique? Très franchement. Là, ce que vous avez cité, c'est réforme constitutionnelle et 2 autres projets de loi qui viendront. Loi après, organique on a vraiment une rénovation complète de la vie politique et qui est conforme aux engagements pris pendant la campagne électorale. C'est du jamais vu. Mais est-ce que c'est de nature à changer la vie des Français, encore une fois, et l'image qu'ils ont de la vie politique? Moi, ce que je vois depuis un peu plus de 10 ans que je suis député, c'est que les Français se disent, on nous demande de changer dans le domaine économique, dans le domaine social, dans l'organisation de l'État, dans le domaine écologique, dans le domaine de la santé. Mais en revanche, quand il s'agit du système politique, là, les élus, ils veulent toujours le statu quo. Ils veulent toujours que rien ne change. Ils ne veulent pas qu'on touche à leurs avantages. Moi, en tant que président de l'Assemblée nationale, j'ai lancé la transformation de l'Assemblée nationale en commençant par remettre en cause. C'est pour Gérard Larcher que vous dites ça? Non, je dis ça pour... C'est le président du Sénat qui est assis sur ses Pas du tout, mais je veux vous convaincre les Français à travers vous, que justement, le système politique français, enfin, va se réformer. Réduire le nombre de députés et de sénateurs de 30%, ça n'existe nulle part ailleurs en Europe. 404 députés au lieu de 577 et 244 sénateurs au lieu de 348. Réduire le cumul dans le temps, le limiter à 3 mandats maximum, alors qu'aujourd'hui, dans le précédent mandat, on avait plus de 40% des députés qui avaient fait 3 mandats ou plus. C'est un changement considérable. C'est l'idée que le renouvellement de notre démocratie, ça doit être un mouvement permanent. François de Rugy, dernière question. Est-ce que vous avez fait votre choix? Est-ce que vous remettez votre mandat en jeu à mi-mandat ou pas? J'ai toujours dit que, comme les autres responsables à l'Assemblée nationale, alors que la loi ne nous y oblige pas, on fera en effet un bilan à mi-mandat, ce que l'on a appelé une remise en jeu. Mais je veux vraiment insister sur le fait que c'est l'occasion d'ajouter des droits aussi pour les citoyens. Moi, je veux que, par exemple, l'Internet libre, ce soit garanti, la question de l'égalité femmes-hommes, ce soit garanti, l'idée que quand il y a des pétitions aujourd'hui qui souvent n'ont aucun débouché, eh bien, obligatoirement, le Parlement devra s'en saisir des propositions de loi qui seront défendues directement par des citoyens. Vous êtes venu ici pour le dire. Merci François de Rugy. Merci. Merci beaucoup. Autre sujet, tout autre sujet qui a suscité l'indignation générale après le décès de Naomi Muzanga, une jeune femme de 22 ans à l'hôpital de Strasbourg. Le 29 décembre, elle avait appelé le SAMU du Bas-Rhin qui avait refusé d'une manière incroyablement désinvolte de la prendre en charge. Pour comprendre l'émotion suscitée par cette affaire, je voudrais qu'on réécoute un extrait de la conversation entre cette jeune femme et la coordinatrice du SAMU. Écoutez. Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Madame, j'ai très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord. Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Il me fait mal partout. Oui, bah vous appelez SOS médecin au 03 88 75 75 75. Voilà, ça je peux pas le faire à votre place.
Bonsoir Serge Smadja, merci d'être avec nous. Vous êtes docteur et vous êtes secrétaire général de SOS Médecins. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois que vous vous exprimez sur cette affaire. Je voudrais essayer de comprendre d'abord d'un point de vue purement factuel sur cette affaire. Est-ce que vous considérez que dans le cas précis, SOS Médecins est intervenu dans ce cas précis dans un délai raisonnable ? Alors, oui, SOS Médecins est intervenu dans des délais raisonnables. Évidemment, nous sommes en contact avec les responsables de SOS Médecins Strasbourg. Vous savez comme moi qu'il y a une enquête à la fois administrative à l'hôpital et une enquête IGAS diligentée par la ministre. Donc c'est vrai que sur tous les détails précis, on ne va pas trop détailler ici. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'intervention de SOS Médecins, elle s'est faite conformément à nos procédures habituelles. Mais au-delà, Serge Smadja, de l'indignation légitime qu'a suscité cette affaire, quelles leçons vous en tirez sur l'organisation des urgences en France? Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer? On imagine que oui. Il y a des choses à améliorer. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est beaucoup d'actualité. Il y a à la fois une commission d'enquête parlementaire pour essayer de trouver des solutions à ce qu'on appelait les déserts médicaux, ce qu'on appelle l'égal accès aux soins pour tous. Récemment, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins a écrit un livre en disant, je cite, le système de santé actuel est à bout de souffle. Donc oui, il y a probablement un fonctionnement à améliorer. Et aujourd'hui, en ce qui concerne les médecins que je représente des SOS Médecins ou la médecine libérale en général, c'est sûr qu'il faut tout mettre en œuvre pour relancer l'attractivité de la médecine libérale, pour que tous les médecins, qu'ils soient les médecins libéraux ou hospitaliers, prennent en charge chacun dans son rôle la demande des patients dans les meilleures conditions possibles. Mais pardonnez-moi, dans l'affaire en question, dans l'affaire de cette jeune femme, affaire absolument tragique, elle a d'abord appelé le SAMU, puis SOS Médecins. Finalement, SOS Médecins l'a redirigé vers le SAMU. On a du mal un petit peu à comprendre comment ça se coordonne en général entre le SAMU et SOS Médecins en l'occurrence. Alors, nous avons toutes les structures SOS Médecins ont des conventions de partenariat avec leurs SAMU respectifs. Et normalement, maintenant, ces conventions existent depuis plus d'une dizaine, une quinzaine d'années. Ça fonctionne dans l'immense majorité des cas de manière satisfaisante. Pour répondre à votre question, j'ai dit, je ne rentrerai pas dans les détails, mais la patiente qui appelait SOS Médecins ne l'a pas réadressée au SAMU. Le médecin d'SOS s'est rendu au chevet de la patiente et une fois sur place, la situation clinique de la patiente nécessitait un transport médicalisé par le SAMU, donc il a appelé le SAMU qui est intervenu sur place pour la transporter à l'hôpital. Donc c'est la procédure complètement habituelle. Aux États-Unis, il n'y a qu'un seul numéro d'urgence. Tous les Américains savent quel numéro appeler quand il y a un problème. Est-ce que c'est pas ça, au fond, la solution? Regrouper absolument tous les services d'urgence, le SAMU, le SMUR, SOS Médecins. Est-ce que c'est pas ça la solution? La solution, c'est tout mettre en œuvre pour que la coordination des soins se fasse de la manière la plus optimale. La notion de ce qu'on a appelé il y a quelques années le guichet unique n'est pour nous pas une bonne solution. En la matière, la patiente a appelé SOS Médecins qui s'est déplacée à son chevet. Je pense que ce qu'il faut, c'est que les services qui travaillent dans la prise en charge des soins non programmés et des urgences travaillent en totale collaboration et qu'on prenne conscience justement que cette coordination, c'est ça la solution pour améliorer la prise en charge des soins et ne pas privilégier telle ou telle structure publique ou privée, mais améliorer la coordination des soins de l'ensemble des acteurs du système. On a compris, la notion de guichet unique et de numéro Juste unique. une question supplémentaire. À l'occasion de cette affaire, on a découvert que celles et ceux qu'on appelle les assistants de régulation médicale, c'est-à-dire ceux qui répondent au téléphone, il n'y avait pas de diplôme pour les former. En tout cas, il n'y a pas de diplôme unique. Vous-même, chez SOS Médecins, vous avez des gens qui répondent au téléphone. Est-ce que eux, ils sont formés et comment ? Absolument. Alors, je vais parler du personnel de SOS Médecins. Les personnes qui répondent au téléphone
sont du personnel qui est formé par nous. Nous avons évidemment une formation interne, nous avons des protocoles extrêmement stricts et rigoureux, et donc ce sont des personnels qui répondent au téléphone, qui ne sont pas médecins, mais qui travaillent toujours sous la responsabilité d'un médecin qui peut évidemment être là et qui peut réguler, prendre les appels en temps réel, immédiatement, quand cela est nécessaire. Merci Serge Smadja d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes secrétaire général de SOS Médecins. Bonsoir Jean-Carl Grelier. Bonsoir. Merci d'être avec nous également. Vous êtes député Les Républicains de la Sarthe, auteur d'un livre blanc sur la santé que vous avez remis à la ministre Agnès Buzyn. 28 propositions sur des tas de sujets, notamment sur le parcours de santé, la formation, la prévention aussi, l'amélioration de l'accès aux soins. D'abord, quelles leçons vous tirez de cette affaire tragique qui, je le rappelle, suscite l'émotion de tout le monde? Alors, évidemment, c'est une grande émotion. Évidemment, c'est une pensée pour la famille de Naomi, pour son bout de chou de quelques mois qui se retrouve sans maman aujourd'hui. Et puis, en même temps, j'aurais envie de vous dire, ne caractérisons pas tout un système sur une erreur. Les SAMU reçoivent plus de 20 millions d'appels par an. Il y a eu une erreur à un endroit. Cela étant, aujourd'hui se pose réellement en France une difficulté, celle de l'accès aux soins, celle de la permanence des soins. On est sur un schéma de santé dans notre pays qui remonte à l'après-guerre, au début des années 50, et il faut aujourd'hui tout remettre à plat. Dans ce schéma, vous incluez les services d'urgence, mais vous incluez les médecins généralistes. Bien sûr. Cette affaire, elle se déroule un 29 décembre. On peut aussi imaginer que les médecins ne sont pas forcément disponibles à ce moment-là. C'est toute cette chaîne qu'il faut réinventer. C'est bien évidemment toute cette chaîne qu'il faut réinventer. On a des territoires aujourd'hui où il n'y a plus de médecins, ou en tout cas pas de médecins disponibles. On a des territoires où, après la fermeture des cabinets médicaux, il n'y a plus de permanence des soins. Et donc on est obligé de se référer immédiatement au centre 15 et à la régulation du SAMU. Il y a des territoires où on a fermé depuis quelques années des services d'urgence, alors qui n'étaient pas de vrais services d'urgence. Je voudrais rappeler un chiffre, si vous me le permettez. 1988, 8 millions de passages aux urgences. 2018, 21 millions. Est-ce que les services ont grandi d'autant? Et j'imagine que c'est la même chose au SAMU, lorsqu'il y a des coups de téléphone. Les appels ont été multipliés par 3. Alors, est-ce que c'est un problème d'organisation ou est-ce que c'est aussi un problème d'argent et de moyens? Alors, c'est à la fois un problème d'argent et de moyens, parce que depuis trop longtemps dans notre pays, on a une lecture purement comptable de la santé. L'idée, c'est à chaque fois qu'il faut faire des économies pour la sécurité sociale. Et tous les plans santé qui ont été déployés, Dr Boué, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, le dit superbement dans son dernier ouvrage. Effectivement, on a tout calculé en fonction des économies de santé qu'on pouvait réaliser, sans prendre en compte la vraie dimension, sans prendre en compte le bon dimensionnement. Les patients ont changé. Un patient aujourd'hui va chercher de l'information sur Internet et quand il est bien informé, il a tendance à être beaucoup plus exigeant par rapport aux professionnels de santé. Vous avez raison, mais vous savez qu'il faut parfois attendre un mois, parfois plus, pour obtenir un rendez-vous chez un médecin. Et quand on est dans un cas comme celui-ci, on ne peut pas attendre. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut repenser le système dans son ensemble. Il faut repenser notamment le positionnement des paramédicaux sur les territoires. Aujourd'hui, une infirmière de pratique avancée, spécialisée en premier recours, peut être le premier contact d'un patient dans un territoire où on manque cruellement de médecins généralistes. Un infirmier spécialisé, un pharmacien qui est aussi un professionnel de santé, peut répondre à certaines situations d'urgence sans aller forcément encombrer des services d'urgence et de SAMU qui n'en peuvent plus aujourd'hui. Juste une dernière question très courte. Dans votre rapport, vous avez parlé de la question de la formation. Est-ce que ces assistantes de régulation médicale doivent avoir un diplôme, le même pour tout le monde? Mes collègues du Sénat, dans un rapport qui a été publié à l'été dernier, rappellent qu'effectivement il n'y a pas de formation, que c'est sans doute un manque et que l'idée serait d'avoir une formation identique sur l'ensemble du territoire pour tous ces professionnels de santé. Merci beaucoup Jean-Carl Grelier d'être venu nous voir ce soir. Restez avec nous dans un instant. C'est le 20h politique. Alain Marchal, à tout de suite.